imagerie du pelvis. Dans cette section, vous retrouverez un certain nombre de dossiers susceptibles d'être posés au concours. Sur cette coupe tomodensitométrique du pelvis réalisée après injection de produit de contraste chez un patient présentant une douleur en fosse iliaque gauche accompagnée d'une fièvre à 39 degrés. Point. On retrouve un épaississement de la paroi du sigmoïde accompagné d'une densification de la graisse périsigmoïdienne. Il n'y a pas de signe de perforation ou d'abcès associé. Et on retrouve également des images d'addition très évocatrices de diverticules. Il s'agit donc d'une sigmoïdite diverticulaire non compliquée. Petite remarque, l'examen tomodensitométrique est assez standardisé en cas de sigmoïdite. Il faut rappeler que la graisse est hypodense sur les coupes scanographiques classiquement. Les anses digestives sont cernées par du tissu graisseux et on voit bien dans ce cas l'infiltration de la graisse avec une modification de sa densité. Sur cet examen tomodensitométrique à réaliser après injection dans un contexte de sigmoïdite, on retrouve en 2 l'infiltration de la graisse périsigmoïdienne et en 3 la présence d'une bulle d'air extradigestive signant la présence d'une perforation. Il s'agissait donc d'une sigmoïdite diverticulaire perforée. Autre exemple d'examen tomodensitométrique pelvien réalisé après injection dans un contexte de sigmoïdite. On retrouve l'épaississement de la paroi sigmoïdienne accompagné d'une infiltration de la graisse périsigmoïdienne. L'épaississement de la paroi est visible sur la légende numéro 2. Et attenante à cette zone, on retrouve dans la vessie, légende numéro 1, la présence d'air témoignant d'une aérocystie. Il s'agissait d'une sigmoïdite diverticulaire compliquée d'une fistulisation vésicale. Dernier exemple de sigmoïdite diverticulaire compliquée, la présence ici dans le pelvis, après injection, d'un volumineux abcès avec niveau hydroaérique témoignant d'une complication. Sur ce cliché d'abdomen sans préparation centré en fosse iliaque droite, on retrouve une opacité ovalaire en fosse iliaque droite, légendée ici en 1 et correspondant à un stercolite appendiculaire chez un patient qui, par ailleurs, avait une douleur en fosse iliaque droite accompagnée de fièvre. Le dossier suivant est un scanner pelvien réalisé après injection chez un patient jeune présentant une vive douleur de la fosse iliaque droite accompagnée de fièvre. On retrouve ici une anse digestive, en l'occurrence la dernière anse, qui apparaît très épaissie, très douloureuse. Et cette image s'intègre dans un dossier de maladie de Crohn. Il faut vous rappeler que la maladie de Crohn peut se présenter sous diverses façons, en particulier un épaississement de dernière anse, ce qui est le cas ici, et peut s'accompagner d'emblée par la présence d'un abcès adjacent motivant la consultation. 2 exemples ici de maladie de Crohn sur un transit du grêle, avec un centrage sur la dernière anse grêle, l'image du haut objective en 1, une modification du calibre avec rigidification des parois de la dernière anse grêle, sans sténose identifiée ou fistule visible. C'est un aspect très évocateur. En bas, vous avez un aspect de sténose pseudotumorale qui ressemble à un aspect entre oignon de pomme que l'on pourrait rencontrer dans le cadre d'un cancer colique, associé, comme indique la flèche, à un trajet fistuleux. Il s'agissait dans les 2 cas d'anomalie de la dernière anse grêle, dont un avec trajet fistuleux bien visible sur le lavement. Vous êtes susceptible également de rencontrer des clichés d'abdomen sans préparation. Ici un exemple de cliché d'ASP en position debout, de face, chez une patiente présentant des douleurs pelviennes chroniques.
On constate la présence d'une opacité volumineuse de tonalité calcique latéralisée à droite. L'étude échographique et scanographique retrouvait une masse ovarienne, plutôt de nature kystique calcifiée. On avait conclu au diagnostic de kyste dermoïde. À titre de rappel, dans le pelvis, on peut rencontrer en fosse iliaque droite la présence d'un stercolite appendiculaire, on l'a traité plus haut. Un exemple ici de kyste dermoïde. On peut rencontrer également des calcifications vasculaires. Et chez l'homme, en cas de prostatite chronique, des calcifications en position suspubienne. Le stercolite appendiculaire et le kyste dermoïde peuvent être susceptibles de se rencontrer éventuellement dans un dossier qui serait difficile. À noter également les calculs du bas urtère qui se caractériseront par un aspect d'opacité de tonalité calcique. Deuxième dossier éminemment important, celui d'une jeune patiente enceinte présentant de vives douleurs pelviennes, chez qui on suspecte une grossesse extra-utérine. Les coupes échographiques seules sont difficilement posables, en revanche toute la théorie associée peut faire l'objet de questions. Dans ce cas précis, l'image du haut et du bas montrait une masse annexielle latéralisée correspondant à un signe direct. Parmi les signes indirects de grossesse extra-utérine, on retiendra la présence de la vacuité utérine, d'un utérus gravide avec un endomètre épaissi. On notera également la présence d'un pseudosac gestationnel, ainsi que, comme vous l'avez ici silhouetté en haut à droite, la présence d'un hémopéritoine, notamment dans le cul-de-sac de Douglas ou plus diffus. On peut même observer un épaississement tubaire, ou plus exactement un hydro ou un hématosalpinx. Si l'on réalisait une étude en mode Doppler, on retrouverait en regard de la masse annexielle une zone très hypervascularisée en périphérie du sac embryonnaire. Un autre dossier, chez une patiente ayant une augmentation récente du périmètre abdominal avec des douleurs pelviennes chroniques. On réalise dans un premier temps un examen scanographique, visible sur la partie gauche de l'écran, après injection. Sur l'image du haut, vous retrouvez en périhépatique un nodule tissulaire isolé associé à un épanchement d'acide. Sur l'image du bas, on retrouve une volumineuse lésion médiane, hétérogène après injection, au contact des vaisseaux, très évocatrice d'une masse ovarienne associée à de la carcinose péritonéale. L'image en haut à droite vous objective la visualisation péropératoire avec sur l'épiplomb la présence de nodules de carcinose multiples, bien visibles ici. L'image en bas à droite pour vous montrer l'aspect d'une masse ovarienne avec ici une taille volumineuse, un contenu mixte, comme en atteste la partie antérieure plutôt tissulaire et la partie postérieure en hypersignal plutôt liquidienne. On notera la présence d'un aspect irrégulier avec des images de végétation endokystique très caractéristiques de la malignité d'une masse ovarienne. Il faut vous rappeler les principaux signes de malignité d'une masse ovarienne qui sont une taille volumineuse, un contenu hétérogène ou mixte, liquide, solide, la présence de cloisons, un rehaussement après injection de produits de contraste, la présence de végétation endokystique. On notera également l'existence d'une infiltration locorégionale aux viscères adjacents, la présence d'adénopathie, de métastases péritonéales ou viscérales, très évocatrice de la malignité d'une masse ovarienne. Autre dossier, dans un contexte cette fois de métrorragie chez une patiente de 70 ans. Coupe centrée sur le pelvis dans les plans sagittal et axial en séquence pondérée T2. On retrouve, comme silhouetté par la flèche, la présence d'une masse tissulaire volumineuse, bourgeonnante, située dans l'endomètre, avec contenu liquidien correspondant à une hématométrie. L'aspect est évocateur d'un cancer de l'endomètre, tout à fait typique. Exemple d'IRM du pelvis dans le plan sagittal en séquence pondérée T2. Chez une patiente
présentant des douleurs pelviennes. Cette image avait fait l'objet d'ailleurs d'un dossier dans un internat blanc et objective, comme le montre la flèche, un volumineux épaississement du col utérin, faisant évoquer un cancer du col utérin sans autre anomalie. Un dernier dossier, ayant peu de chances d'être posé, mais montré à titre didactique, IRM centré sur la région prostatique avec déformation du contour, comme le montre la flèche, de la capsule prostatique droite, liée à la présence d'un nodule suspect associé à un franchissement capsulaire. Il faut noter que l'IRM prostatique permet de faire une extension locorégionale de la lésion. Essentiellement, il s'agit de nodules périphériques en hyposignal T1. L'IRM recherche une effraction capsulaire ou une extension locorégionale à la graisse périprostatique.